Cette semaine dans Afrique, nous allons en République démocratique du Congo. Le pays doit de nouveau lutter contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait près de 700 victimes. Nous nous rendons ensuite au Soudan du Sud. Dans l'ombre du conflit, les habitants des régions reculées du pays luttent au quotidien pour avoir accès aux soins médicaux de base. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes mercredi pour l'élection générale du pays, dont les premiers résultats indiquent une victoire probable du parti au pouvoir, l'ANC. Ce scrutin est le premier test électoral pour le président Cyril Ramaphosa, qui veut redynamiser le parti. C'est un vote qui nous rappelle 1994, parce qu'en 1994, notre peuple était tout aussi enthousiaste parce qu'il fêtait une nouvelle période, un nouvel avenir pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est ce que je détecte aussi. Élu président début 2018, Cyril Ramaphosa cherche à redorer le blason de l'ANC après les errements de la période Jacob Zuma. Au cours des 25 dernières années, comme vous le voyez, le parti au pouvoir n'a rien fait. Parce que nous sommes toujours dans des cabanes et qu'il y a beaucoup de gangstérisme. Sur les 47 partis d'opposition en lice, seule l'Alliance démocratique centriste de l'opposition et les combattants de la liberté économique, la gauche radicale, restent des acteurs majeurs de ces élections. Le président du pays sera élu par le parti vainqueur et prêtera serment le 25 mai prochain. 60 personnes ont été tuées et 40 autres blessées au Niger après l'explosion d'un camion-citerne près de l'aéroport international de la capitale Niamey. L'accident s'est produit tôt lundi alors que les foules s'étaient rassemblées autour du camion renversé pour recueillir le carburant. D'après les premiers témoignages, un motocycliste qui venait de remplir des bidons a cherché à faire redémarrer son engin, ce qui a produit l'étincelle qui a conduit à l'embrasement et l'explosion du camion. Au moment où il est tombé, il y a tellement de villageois, des gens qui étaient là, ils veulent prendre du carburant. Donc du coup, après, le camion a pris du feu. Malheureusement pour eux, tout celui qui était à côté, donc il était totalement brûlé. Le deuil national a été décidé à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par le chef d'État Mahamadou Issoufou. Le bilan de l'explosion pourrait encore s'alourdir. Le corps d'un guide touristique béninois a été retrouvé dimanche dans l'un des parcs nationaux du pays, après sa disparition le 1er mai dernier. 4 autres personnes, dont les 2 touristes français qui l'accompagnaient dans la Pendjari, ont quant à eux été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi grâce à une opération militaire. Emmanuel Macron s'est félicité de leur libération. Charles était un ami personnel. La dernière fois que je l'ai vu, c'était juste le mardi passé. Mais apprendre sa mort, vraiment, je suis attristé. Je me demande si le Bénin n'est pas devenu comme le Nigeria. Je me demande si nous sommes vraiment en sécurité au Bénin. La Pendjari est l'une des plus grandes régions de conservation d'éléphants et de lions d'Afrique de l'Ouest. Elle est frontalière du Burkina Faso où opèrent de nombreux groupes armés et djihadistes. Les dépouilles de près de 85 000 personnes assassinées lors du génocide rwandais ont été inhumées samedi lors d'une cérémonie à Kigali, un quart de siècle après le massacre. 81 cercueils blancs contenaient des corps des victimes de ces massacres qui ont coûté la vie à 800 000 personnes au total, essentiellement des membres de la communauté Tutsi. 25 ans ont passé, je ne savais pas où ils étaient. Tous les jours, je pensais, je ne savais plus où était mon père. Mais maintenant, je l'ai trouvé et je l'ai enterré. Les corps des personnes enterrées samedi n'ont été retrouvés qu'au début de l'année dernière, lorsque 143 fosses contenant des milliers de fragments d'os et de vêtements ont été découvertes sous des maisons à la périphérie de Kigali. Les députés sénégalais ont adopté samedi la révision de la Constitution, devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. Une initiative du pouvoir dénoncée par l'opposition et la société civile, 2 mois après la réélection du président Macky Sall. On ne peut pas concentrer tous les pouvoirs sur une seule personne. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est que leur niveau de vie
puisse changer. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus de justice dans ce pays. En demandant la suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall souhaite améliorer l'action gouvernementale pour la rendre plus rapide et plus efficace. Quand l'épidémie d'Ebola a frappé la ville congolaise de Butembo, Evelyne faisait partie des premières personnes contaminées. Guérie et maintenant immunisée, elle travaille comme berceuse dans le centre de traitement de la ville et reste au chevet des enfants suspectés d'être touchés par la maladie, comme la petite Sarah, 7 mois, qui vient de passer des tests. Ici, les enfants subissent les effets collatéraux d'Ebola. Luc, 5 ans, a été pris en charge dans cette crèche gérée par l'UNICEF. Sa maman est morte d'Ebola. Donc il a en observation, vu qu'il était en contact direct avec sa maman. D'après l'UNICEF, les enfants représentent 30% des victimes d'Ebola, dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans. Dans cette école de Butembo, Huguette tente de sensibiliser les plus jeunes après avoir elle-même survécu à la maladie. Principalement, c'est leur dire que la maladie existe et que nous devons nous prévenir de cette maladie parce que c'est une maladie mortelle. Autre défi, l'insécurité. Cible d'attaque en début d'année, les 2 centres de traitement de Butembo et de Katoa sont sous haute protection. La reconstruction et la réouverture du centre de Katoa suscitent des attentes très concrètes de la part des habitants. Alors nous sommes là pour chercher le boulot pour avoir quelque chose à manger. Ebola fait peur, mais pour le moment, les gens comprennent que c'est un danger et il faut se protéger. Comprendre la maladie, informer les populations locales, tels sont les enjeux pour protéger les enfants de Butembo. D'après l'OMS, la lutte contre Ebola pourrait prendre encore 6 mois. Yachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés juste à temps au village de Houdière, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Yachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le Comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, les taux de mortalité maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde. Par manque de matériel, impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines. L'hôpital le plus proche est à Mabane, à 3 jours de marche ou 5 heures par la route. Mais à Houdière, il n'y a qu'une voiture pour tout le village. 1500 couples se sont unis par le lien du mariage islamique dimanche dernier à la mosquée centrale de l'état de Kano dans le nord du Nigeria, soit un jour avant le début du jeûne du Ramadan. En vue d'assurer une réussite à ces mariages, le gouvernement de Kano a révélé avoir déboursé une somme de 20 000 naira, soit 50 € pour chaque couple en guise de dot. L'état de Kano a le taux de divorce le plus élevé du Nigeria, en raison principalement de la pauvreté, du chômage et des pratiques culturelles. La dépouille de l'international burundais Papi Fati a été rapatriée à Bujumbura. Le milieu de terrain a succombé jeudi probablement d'un arrêt cardiaque après s'être effondré sur le terrain lors d'un match du championnat d'Eswatini. Transporté à l'hôpital, l'ancien joueur de Trabzonspor n'a pas pu être sauvé.
Sujet à des problèmes cardiaques, Papi Fati avait refusé de se faire opérer dans l'espoir de participer à la CAN. Il est décédé à l'âge de 28 ans. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.